Bonjour, aujourd'hui vous êtes avec Guillaume Simoneau et Chani. Et notre invité qui sera avec nous aujourd'hui, c'est Frédéric Scheidler, conseiller financier et président chez Prima Groupe Financier, qui va pouvoir nous parler d'assurance vie. Ben, à tantôt. Donc, bonjour Frédéric. Hey, bonjour. Salut. Bonjour Chani, ça va? Oui. Good. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler d'assurance vie, essayer de parler peut-être un petit peu placement, mais beaucoup plus le volet assurance. Je pense que, en fait, dans le domaine immobilier, souvent, les assurances, en fait, il y a des mélanges avec les gens. Les gens ne comprennent pas trop c'est quoi la différence entre une assurance vie et une assurance de dommages. Fait qu'on va commencer par démystifier cette petite question-là, puis après ça, on va pouvoir continuer. Frédéric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi, puis parle de ton parcours. Ben, bonjour. Mon titre officiel, c'est conseiller en sécurité financière. Ah, Guillaume. Donc, non, mais un conseiller en sécurité financière est là pour faire en sorte que, peu importe les imprévus qui pourraient se présenter, le plan de match ultime ne changera pas. Donc, les enfants pourront aller à l'école, la retraite va pouvoir se faire normalement aussi. Donc, on ne connaît pas l'avenir, puis c'est pour ça qu'on est là. Parfait. Donc, en fait, tu m'avais déjà dit une fois que tu assurais tout ce qui était vivant. Exact. L'assurance de dommages assure ce qui n'est pas vivant. Donc, votre auto, votre maison, votre entreprise, votre cautionnement de projets immobiliers. Et l'assurance de personnes va vous protéger en cas de décès, en cas d'incapacité à aller travailler, en cas de maladie grave. Ça va aussi jusqu'aux assurances collectives, les assurances voyage. OK, cool. Parle-nous peut-être de ton parcours, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Où tu as commencé? Un peu ton expérience. Fait que tu sais qu'on a juste une heure. Oui. Non, je vais être bref. Comme beaucoup de gens, j'ai jamais rêvé de travailler en assurance de personnes. Donc, je prévoyais de devenir ingénieur industriel. Et une mauvaise nouvelle m'a amené... En fait, j'ai eu une mise à pied. Et je me suis retrouvé dans le bureau d'un ancien ami qui travaillait en service financier qui m'avait dit qu'il y avait peut-être une opportunité pour moi. Il m'a expliqué qu'il y avait des transferts de patrimoine importants qui s'en venaient, qu'il y avait possibilité de contrôler mon horaire, d'être à mon compte, puis de générer les revenus que je veux avec le temps que je voulais y consacrer. Puis j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait des entrevues avec des clients. Puis je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Je fais une différence, puis... je savais pas exactement dans quoi je m'embarquais. On m'avait dit que ça serait quand même facile, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui est rarement le cas. Exact. Les choses faciles où on devient millionnaire en faisant à peu près rien, ça n'existe pas. Exact. Il faut travailler. Exact. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la profession. Donc, à 19 ans, je commençais en assurance de personnes. J'ai eu mes licences en investissement en 2000. J'ai compris que j'étais pas tout à fait prêt pour la profession parce que je rencontrais des gens qui avaient 35 ans puis qui, en fait, ils m'intimidaient parce que j'étais en tout début, je connaissais peut-être dans beaucoup de cas moins qu'eux autres, tu sais. Mais j'ai persévéré, j'ai travaillé fort et puis j'ai fini par commencer le courtage en 2002. J'ai connu quelqu'un qui était planificateur financier qui m'a pris sous son aile et qui m'a montré c'était quoi la profession. J'ai été son bras droit pendant 2 ans et demi, puis à 25 ans, j'ai pris son siège dans un cabinet de services financiers qui comptait là, presque 30 courtiers. Okay. Donc, mon mentor vivait des défis de son côté. Il a dû laisser son siège et puis j'étais la personne la mieux placée pour la remplacer. Puis ça m'a propulsé. Et 2 ans plus tard, je me suis rendu compte que la gestion, j'aimais ça, mais ce que j'aimais, c'était le conseil avec les clients. Puis, concours de circonstances, j'ai dû partir à mon compte. Et puis, j'ai évolué pendant 6 ans avec le cabinet d'assurance Banque Nationale. Okay. Ça a été une excellente école. Donc, mon mandat était de faire la promotion auprès des banquiers qui, eux, rencontraient des clients pour faire des prêts hypothécaires, entre autres, faire des REER, de vendre des cartes de crédit. Puis moi, ma job était de faire tout le reste au niveau des assurances. Et ça m'a permis de bâtir ma clientèle en même temps que je faisais des déjeuners d'affaires sur une base hebdomadaire. Et qui m'a permis vraiment de monter ma clientèle. Dis-moi, Frédéric, dans le fond, déjà à cette époque-là, c'était pas le volet courtage parce que là, tu étais plus affilié juste avec un prêteur ou avec ce prêteur-là, tu étais quand même capable d'aller à l'extérieur. Parfois en assurance, des fois, le prêteur offre de l'assurance, c'est que
que dans leur boîte, là, comme que dans leur carré de sable, puis le fait d'être courtier, ça te permettait d'aller à l'extérieur. Toi, à ce moment-là, t'étais sur quel niveau? J'ai été courtier. Même à l'époque où j'ai évolué auprès d'une banque, cette banque-là avait compris que pour avoir une offre de service qui était plus sophistiquée, ça passait par le courtage. Okay. Et donc, j'avais pas de produits de cette banque-là en particulier. J'étais en mesure d'offrir le marché. Donc, d'être vraiment compétitif. Je comprends. Puis de ne pas me limiter à l'aspect prêt hypothécaire. L'argument pour rencontrer le client, c'était son prêt hypothécaire, mais quand on se rend compte qu'il y a d'autres besoins, bien, l'idée, c'était de les combler. Je comprends. Pourrais-tu m'expliquer les services que tu offres chez Prima Groupe Financier? Certainement. En fait, là, je pense que la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est des services sur mesure, adaptés à la personne que je rencontre. Okay. Donc, que ce soit un propriétaire d'entreprise ou un salarié, on a les outils. Le coffre à outils pour un conseiller financier au Québec reste un peu toujours le même. Mais après ça, ça va être vraiment c'est l'expérience puis la capacité à poser les bonnes questions, à cerner les objectifs du client qui vont faire toute la différence. Que quelqu'un ait un salaire de 50 000 par année ou 500 000 par année, au final, on vit des mêmes enjeux, mais avec des chiffres qui sont différents. Donc, c'est d'être à l'écoute, puis d'expliquer au client c'est quoi les risques financiers qu'il y a autour de lui, qu'est-ce qui peut changer son château de cartes, puis de le conseiller en conséquence. T'as-tu un exemple récent récent, au moins récent, que la personne pensait être bien assurée, finalement, en te rencontrant, s'est juste rendu compte que il y avait peut-être des changements à faire, puis finalement, une espèce d'histoire heureuse, là, une chance qu'il a fait ces changements-là parce que peut-être il aurait été dans le trouble ou ça n'aurait pas répondu à ses besoins quand le besoin est arrivé. Oui. Il y en a une que j'aime raconter à mes clients. C'est un propriétaire d'entreprise. Il est tout seul dans son commerce. C'est des produits alimentaires. Beau chiffre d'affaires, belle clientèle. Début cinquantaine. Quand je le rencontre chez lui, il boit son verre de vin, fume sa cigarette. Puis on fait le tour de ses besoins. Puis je lui dis, pour pas le nommer Bruno, si t'es plus capable de travailler demain matin, là, je veux dire, tu fais quoi? Puis il faut garder le silence, il faut laisser le client répondre. Ouais. Il m'a dit, je suis dans le trouble. Donc, il m'a demandé de préparer quelque chose pour lui. Je suis revenu avec une offre d'assurance invalidité que je savais très bien que je ne vendrais pas, parce que ça coûtait 500-600$ par mois. Puis opérer son commerce, c'était déjà un défi. Tu sais, vendre de la sauce, là. Faut que tu en vendes dans une année pour être capable de mettre du pain et du beurre sur ta table. Et puis, il m'a dit ça, c'est trop cher. J'ai dit, peut-être une protection en cas de maladie grave. T'es début cinquantaine, t'es fumeur, t'as déjà peut-être une coupe de probabilités qui sont moins de ton côté. Donc, il a accepté d'acheter une protection en cas de maladie grave de 50 000 $. Puis, ce que je lui ai proposé comme idée, c'était que s'il y avait une crise cardiaque, un cancer ou en tout cas une autre maladie grave, j'irais y porter un chèque de 50 000 $. Et 1 an plus tard, après avoir acheté le produit, il m'a appelé. Puis il m'a dit, Fred, c'est trop cher. 276$ par mois. C'est Bruno, c'est pas moi qui paye tes primes, mais c'est tout ce que tu as comme protection là, s'il t'arrive de quoi. Il dit, parfait. Il me rappelle 1 an plus tard. En fait, il m'a texté un lundi matin, puis il était à Charles-le-Moine. Il venait de faire un infarctus. Il m'a dit, est-ce que la compagnie va payer? J'ai dit, je pense que oui. Tu as répondu honnêtement. 2 mois plus tard, je suis allé porter son chèque dans son commerce. Ça a permis de rembourser sa marge de crédit, puis ça lui a permis de rester en affaires pendant qu'il se remettait debout. Ouais. C'est là qu'on se rend compte que l'argent, c'est un outil, mais quand tu n'as plus d'outils dans ton coffre, ça peut devenir compliqué assez rapidement. Là. Oui, puis les dernières statistiques que j'ai en main, puis qui sont peut-être pas à date, là, mais ils valent quelque chose. À peu près 20% des prêts hypothécaires qui sont où il y a des reprises de finances, c'est suite à des invalidités puis des décès. Oui, c'est souvent la maladie le problème. Ouais. À minute que la maladie s'en mêle, ben, ils ont moins d'argent. Puis, semblerait qu'au Canada, on paye nos hypothèques avec des dollars canadiens. Ouais. Plus de dollars canadiens, à un moment donné, il y a des problèmes qui se présentent. Donc, la sécurité financière, c'est ça, c'est d'avoir un plan de match qui fait en sorte que, beau temps, mauvais temps, le plan de match va continuer. Oui, et moi, j'ai une question que nombreux se posent.
C'est quoi les coûts si j'aimerais avoir tes services pour que tu me planifies? OK. Oui, question large parce que, Chani, au niveau de ta question, si on parle d'une planification de retraite, les planificateurs financiers vont charger souvent un montant forfaitaire pour produire la planification financière. Il n'y a pas de produit financier en jeu dans une démarche comme celle-là. Par contre, quelqu'un qui a besoin d'une protection pour couvrir son prêt hypothécaire, ça passe par des produits financiers, en l'occurrence des produits d'assurance vie, produits d'assurance invalidité. Donc, le client va payer un montant mensuel pour sa protection et c'est le fournisseur qu'on aura choisi qui va me donner une commission. Ça peut revenir à dire que le client n'a pas à payer directement mes services. Il va payer quelque chose, mais c'est comme ça qu'on est payé par nos fournisseurs. Parfait. Donc, en fait, moi, je vais prendre un petit 2 minutes pour te mettre une mise en situation, puis qui va m'amener une question. Je peux te poser déjà la question, mais je vais auto-répondre. C'est-à-dire que, y a-t-il un âge idéal pour que quelqu'un prenne des assurances pour se partir ou, dans le fond, ça serait quoi le meilleur topo au niveau assurance vie pour quelqu'un? Moi, je vais prendre mon expérience personnelle. Ça va me ramener il y a quand même plusieurs années. Puis c'est un peu le pourquoi que je t'ai déjà rencontré, on a déjà fait affaire ensemble, que j'ai essayé de... au niveau des assurances, c'est pas mon domaine. Là. Mon domaine, c'est l'immobilier. Donc, le but était de bien protéger ce que j'avais essayé d'acquérir et de garder, et le patrimoine et les enfants et un peu tout le package. Moi, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai perdu ma mère relativement jeune. Là. J'ai perdu ma mère, elle avait 19 ans. Elle avait des assurances, mais elle avait 1 500 $ en assurance. 199. Ma femme est enceinte à ce moment-là. J'étais en changement d'entreprise. J'avais encore un job d'étudiant. J'avais 19 ans. Puis, dans le fond, l'enterrer en 1999, ça m'a coûté proche de 10 000 $. Ouais. Fait que j'avais un beau 1 500 $ d'assurance et un 2 500 $ du gouvernement. Merci, gouvernement. Mais à la fin de l'histoire, il manquait encore des sous. T'sais. Y a-t-il un moment dans la démarche où on doit réfléchir nécessairement à l'assurance? Parce qu'on dirait, je vais prendre l'exemple de ma mère, là. Que Dieu ait son âme. Elle me disait toujours la même affaire. C'est pas grave, tu me mettras dans un sac à vidange. Je l'ai entendu souvent, celle-là. C'est de réponse de merde. Boîte en Désolé. carton. Ouais, c'est ça, c'est pas grave, ça ira. Ben oui, mais là, elle m'avait pas dit ce qu'elle voulait. Puis, un gars de 19 ans a dû tout faire les choix pour elle, dans le fond. Puis, même en faisant les choix, je décevais des gens. Là. Fait que, on aurait dit que. Fait que, bon, à la fin de l'histoire, c'est quand le meilleur topo où, il faudrait que dans la tête de la personne, il y ait une petite switch là, qui se mette à on. Ce serait peut-être le bon moment que tu y penses. Là. Ça n'a pas besoin d'être une assurance de 250 ou 1 million. Il y a des gens, par contre, qu'on dirait qu'ils basent leur plan de retraite sur les assurances des parents. Là, de mec qui décède, moi, j'ai pas une scène, mais il va finir par en rentrer. Visiblement, moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, fait que, tu sais, donc, vraiment, y a-t-il un moment où la switch devrait se mettre à on? Ben, écoutez, à partir du moment où tu as quelque chose à perdre, c'est la première switch. À partir du moment où il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes parce que tu ne peux plus travailler ou tu viens de décéder, il y a définitivement un besoin. Il y a tellement de situations, donc il n'y en a pas une qui est pareille. Par exemple, est-ce qu'on doit assurer un enfant? Ben, si on parle d'un couple, les deux sont travailleurs autonomes, puis ils devraient accompagner un enfant, puis il y aurait des baisses de revenus à cause de traitements pour leur enfant. Je pense qu'il y a peut-être une matière à évaluer une protection pour l'enfant, pour combler la perte de revenus du parent qui va avoir à se déplacer à l'hôpital. Puis ça peut passer par les protections en cas de maladie grave et même en cas de décès, au final. C'est quelque chose que j'ai fait, moi, dans ma vie. Là. J'ai pris ça pour moi-même. J'ai parlé avec un homme la semaine dernière, divorcé. Son fils a 25 ans. Monsieur est camionneur, ne vit plus avec son fils. Un prêt hypothécaire, peut-être encore un 170 000.
Ouais, il me dit, je pense pas que j'ai besoin de ça. Mon fils va vendre la maison, mais que je décède, puis c'est tout. Je dis, monsieur, je pense que votre fils a un problème. Parce que du jour au lendemain, il pourra pas vendre la maison le lendemain de votre décès, puis il va y avoir des dépenses à encourir. Je comprends que vous n'avez pas besoin de couvrir le prêt hypothécaire au complet, là, mais est-ce que 25 000, ça serait trop pour lui? Juste de préparer. Écoute, moi, la boîte, ça avait coûté 10 000. Ouais. Fait que en 99, mettons que ça n'aurait pas augmenté. Mon salaire était 6,90. Là. Ouais. Là, le salaire minimum a quand même un peu augmenté, mais mettons que ça n'aurait pas augmenté, minimalement, juste enterrer le monsieur. Ou, crémation, c'est un peu moins cher, là, mais moi, elle ne voulait pas se faire brûler. Mais l'assurance vie, c'est une solution monétaire rapide. C'est pour ça que ça existe. Puis l'homme dont je vous parle, ben quand je lui ai demandé si 25 000 c'était trop, je lui ai donné le temps de répondre. Il m'a dit non, je pense que ça ferait bien du sens. Ouais, je pense que ça comblerait le besoin d'éliminer le facteur stress entre l'étape où pour son fils. Ouais. Puis j'en ai ajouté. Je ne l'ai pas laissé tranquille. J'ai demandé si son testament était fait. Il m'a répondu non. Ouais, ça, c'est Monsieur, ça, c'est une bonne première étape. Là. Si vous voulez aider votre fils, il faut faire ça aussi. Là. Moi, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un testament holographe, juste pour nous aider. Juste pour nous aider. Guillaume, est-ce qu'il y a un moment idéal pour regarder pour des protections? Ça dépend d'où tu es rendu dans la vie, puis ce que tu fais, puis c'est du cas par cas. Il n'y a pas une situation qui est la même. Mais c'est ça la job d'un conseiller en sécurité financière, puis l'Autorité des marchés financiers nous oblige, heureusement, à faire l'analyse de besoins financiers. On ne peut pas vendre un produit sur le coin de la table. On doit analyser la situation de notre client, puis après ça, en fonction des risques, proposer des solutions. On doit les consigner. Si un client ne veut pas de notre recommandation, c'est correct. Il n'est pas obligé d'acheter, mais on aura fait notre travail, puis on aura dit, ben voici les risques financiers. Je peux vous partager un autre cas réel. Il y a plusieurs années, un client qui vient me voir, mais qui m'était référé par la banque là, avec qui j'étais sous contrat, puis me dit qu'il y a de l'assurance collective au travail, il travaillait de ses mains, c'est un machiniste. Puis il venait de s'acheter une maison. J'ai fait une proposition, il est parti, il n'a rien acheté, il n'a pas acheté de protection. Il est revenu 3 mois plus tard. Il dit, est-ce que je peux acheter la protection? Parce que là, je suis en train de me battre avec la CSST, ils ne veulent pas payer, je me suis blessé au travail. Ben, il était trop tard. Il était trop tard. Il était trop tard. Est-ce que, tu sais, dans une acquisition immobilière, là, parce qu'on va en parler un peu, on pourrait déjà quasiment sauter là puis revenir après ça. Là. Non, c'est pas grave, tu peux laisser comme ça. Dans une acquisition immobilière, il y a beaucoup de gens qui vont finir par le prendre avec le prêteur parce que c'est plus simple. Tu réponds à 6 questions, 10 questions sur leur petit questionnaire. Puis parfois, il y a même des prêteurs qui ont un crédit. Tu as une petite baisse de taux parce que tu achètes plusieurs de leurs services. Là, ils te donnent une carte de crédit, un prêt hypothécaire, plus, mettons, dans leur package. C'est quoi l'avantage et le désavantage de le faire, à faire direct, versus de faire avec un courtier? Puis est-ce qu'il y aurait je vais le prendre dans mon exemple perso. Là. Tu sais, je sais quand que j'ai été assuré personnellement, mais ça a pris plus de temps. Parce que, ma mère est décédée à 46 ans, mon père est décédé, il avait mi-cinquantaine. Ouais. Donc, j'étais un peu plus à risque. Donc, ils ont fouillé plus loin, disons ça de même. Ouais. Ma femme a été assurée quasiment de même. Puis moi, ça a comme pris 5 mois là, de niaisage, de tests, de tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que ça aurait été bon pour... Là, ma situation, ça ne changeait rien. Là, c'était du plus que j'allais chercher dans ma planification. Est-ce que ça aurait été bon de prendre l'assurance avec le prêteur le temps que je devienne assuré avec un courtier puis éventuellement canceller celle-là que j'avais avec le prêteur pour rester avec... Je pense que la réponse, c'est oui. C'est beaucoup mieux d'avoir une protection que de ne pas en avoir du tout s'il y a des besoins. Bon, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que quand on parle d'assurance qui est offerte par un prêteur, là, règle générale, c'est un produit d'assurance prêt collective. C'est un produit qui est moins sophistiqué qu'un produit individuel. Donc, il peut y avoir des refus beaucoup plus facilement parce que l'analyse est moins poussée. Il y a moins de démarches qui est faite. Le cadre est beaucoup plus restrictif. Donc, si vous rencontrez la majorité des critères, vous allez pouvoir aller chercher la protection. Ça, c'est la première chose. L'autre point, c'est que quand vous achetez le produit qui est offert par le prêteur,
vous vous privez d'une multitude d'options qui vous donnent la flexibilité. La première, c'est qu'en étant assuré avec votre prêteur, puis je ne dis pas que c'est pas bon, il faut juste savoir qu'en étant assuré avec votre prêteur, si vous voulez changer de prêteur en cours de route, vous allez devoir recommencer le processus d'assurance. Et si vous n'êtes plus assurable à ce moment-là, vous êtes pris chez votre prêteur, et ça, j'ai vécu ça réellement. Une dame à qui j'ai dû dire, vous devez rester chez votre prêteur actuel, sans nommer la couleur. Elle voulait changer de couleur de prêteur, mais elle ne pouvait pas. Oui, bien, en fait, dans le fond, ça amène une transportabilité du montant. Oui. Fait que si on assure le client direct par une firme de courtage, c'est le montant qui reste avec le client, peu importe la maison où il s'en va. La journée qu'il vend puis qu'il ne transfère pas son hypothèque, qui fait juste vendre et racheter, le processus revient au prêteur de savoir s'il va l'assurer à ce moment-là. Évidemment, vu qu'on vieillit avec le temps, ben, ça crée un risque. Ben, malheureusement, le corps n'a pas tendance à s'améliorer en vieillissant. C'est pas comme le vin? Non, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Donc, tout ça pour dire que plus on vieillit, plus c'est difficile de s'assurer et c'est logique de ne pas gambler avec ça. Donc, en prenant une assurance qui est complètement séparée du prêt, vous pouvez déménager votre prêt où vous voulez. Vous allez contrôler aussi le montant de la protection parce qu'avec le prêteur, généralement, la protection est égale au montant du prêt. Okay. Puis, en plus, généralement, c'est moins cher chez un courtier. Pas tout le temps, mais souvent. Je comprends. La désignation de bénéficiaire avec la banque n'est pas possible. Je devrais dire l'institution financière parce qu'il n'y a pas juste des banques au Québec, là. Ah oui, non, mais oui, évidemment, en fait, ils vont se payer eux autres en premier. C'est ça que tu essaies de me dire. Là? L'institution est bénéficiaire. Donc, ça règle, tu sais, il y a des avantages quand même parce qu'il n'y aura pas de pénalité pour remboursement de prêt anticipé. Ouh! Ben, wow! On s'en fout un peu. Hein? Quand tu as l'argent dans ton compte, tu es capable de faire ton paiement. Mais juste pour en revenir avec ce que tu viens de me dire, aussi, son assurance est dégressive parce que le prêt il baisse à tous les mois. Il se fait juste se payer lui. Y a-t-il des prêteurs que l'assurance reste fixe? C'est-à-dire que j'ai un prêt hypothécaire de 400 000 pour au départ, c'est juste payer le prêt, right? Le but de l'exercice, c'est que le prêteur se protège. Se protège, c'est ça. C'est pas des compagnies d'assurance. Ils sont là pour faire des prêts puis gérer leurs risques. Fait que dans le fond, ils te vendent une protection du prêt hypothécaire. Ils t'assurent que le prêt hypothécaire, si tu décèdes, il va être payé. C'est correct. Quelqu'un qui va aller un peu plus loin puis aller chercher une solution qui est plus adaptée et plus sur mesure doit faire affaire avec un professionnel en assurance de personne. OK. Je te bombarde l'assurance vie temporaire, permanente, universelle? Parfait. Ça dépend des besoins. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Je veux, à mon décès, laisser une somme à personne X, Y, Z », on doit regarder l'assurance permanente avec des primes qui seront prévisibles dans le temps, qui ne changeront pas. L'assurance temporaire permet d'aller chercher des volumes d'assurance importants au moment où on en a le plus besoin. Donc, la courbe des besoins d'assurance, à partir du moment où est-ce que, l'exemple typique, un couple, jeunes enfants, gros prêt hypothécaire, décès prématuré, c'est un drame familial, mais ça peut être un drame financier aussi. Donc, au fur et à mesure que les enfants vont avancer en âge puis que le prêt hypothécaire va se rembourser, les besoins d'assurance vont aller en baissant. Règle générale. Donc, dans le fond, il faudrait faire, si je suis notre questionnement, il faudrait faire comme une planification aux 10 ans, mettons, de re-regarder ce qui se passe. Le cycle que tu rencontres tes clients. Moi, dans l'immobilier, je sais, c'est 7. C'est 7 ans habituellement. Ouais. Mais ton cycle, toi, de dire, ben écoute, les besoins ont changé, on devrait pas faire table rase de ce qui a été fait, mais juste réévaluer où vous en êtes, qu'est-ce qu'il y a à faire, puis comment le faire, pour que ça soit logique. Là. Êtes-vous prêt pour les moments clés? Ben oui. Vas-y. Les moments clés pour reviser vos besoins en assurance ou refaire votre analyse de besoins financiers, point. Naissance d'un enfant, décès de quelqu'un, changement d'emploi, démarrage d'une entreprise, renouvellement d'une police. C'est les éléments de base qu'on voit le plus, là, où est-ce que la personne pourrait avoir besoin d'une mise à jour. J'ai parlé avec un de mes clients cette semaine qui a acheté une protection temporaire 20 ans en 2008.
et il voulait faire un suivi. Donc, son renouvellement, la hausse de coût, elle va survenir en 2028. Dans sa situation, il y a 2 enfants, le plus jeune, 22 ans. Il sent qu'il y a encore 2-3 ans de responsabilité financière plus importante. Donc, on touche à rien pour l'instant, mais on a convenu qu'on était pour parler d'assurance permanente. Donc, on va pouvoir convertir la protection temporaire en protection permanente pour un montant peut-être plus faible. Donc, il n'aura plus besoin peut-être de son 300 000 qu'il détient présentement, puis il va probablement garder 100 000 avec une prime fixe, mais avec un tarif plus intéressant que le renouvellement qui l'attend en 2028. OK. Fait que, tu sais, est-ce que, mettons, un jeune qui commence, est-ce qu'il est mieux de commencer avec quelque chose qui va perdurer à travers le temps? Parce que, oui, il va y avoir une fameuse universelle ou permanente là, qu'on peut prendre vraiment au début. Oui. Bien, ça, il y a beaucoup de... comment je vous dirais ça? Par expérience, ceux qui achètent ce genre de protection-là pour les enfants, c'est culturel dans la famille. Il y a toujours eu des assurances. Ma mère a pris des assurances, je vais prendre des assurances pour mes propres enfants. Parce que c'est un peu le concept d'acheter une assurance auto pour quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Pourquoi acheter une police d'assurance vie de 500 000 pour un nourrisson? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de 500 000? Non. Je pense pas. Est-ce que c'est important qu'il n'y ait pas de stress financier si jamais il arrivait un drame puis que, bon, il y a des frais à payer? OK, ça, je suis d'accord. Oui, mais 500 000, c'est quasiment... Ouais. C'est quasiment malsain comme questionnement, tu sais. C'est pas un peu trop? Ben tu sais, pour un enfant, pour un nourrisson, là, c'est quasiment souhaiter, écoute, tu sais, c'est bizarre comme... En tout cas, je sais pas. Ça n'aurait pas été ma réflexion. Ben moi non plus. Puis, tu sais, il faut pas juger les valeurs des gens parce que faut être très à l'écoute. Mais quelqu'un qui aurait des sous à investir pour un enfant, c'est sûr qu'on parlerait d'épargne-études. Ouais. Puis, il y aurait peut-être d'autres choses qui pourraient être adressées. Bientôt, il y a le CELIAP qui s'en vient. Le fameux CELI qui va donner accès à la propriété. On pourrait en parler dans une autre capsule. Oui, définitivement. Dis-moi, y a-tu un plafond d'assurance? Y a-tu un moment où on dit, OK, là, t'es assez assuré ou, tu sais, je déciderais de vouloir être assuré pour 10 millions de dollars. Est-ce que c'est des choses que tu vois régulièrement, des affaires où habituellement, ça va nécessairement en fonction des besoins, là, tu sais? Bien, ça va non seulement en fonction des besoins, mais ça va surtout en fonction du besoin assurable. On doit avoir un intérêt assurable. Donc, quand on présente un dossier à un assureur, l'assureur n'a aucune idée, là, c'est qui est-ce qui est en train d'assurer. Il y a un nom, une date de naissance, un questionnaire médical. Donc, quelqu'un qui a une entreprise qui vaut plusieurs millions de dollars, il y a des impôts, il y a des prêts commerciaux. Si on est capable de justifier un besoin d'assurance de 50 millions, on va l'avoir, là. Je comprends. Puis quelqu'un... Dans le fond, c'est pas... À la base, c'est pour toujours ne pas laisser du trouble aux autres. Exact. Puis, regardez, si on regarde dans un cas plus typique, revenu familial, 125 000 par année, donc monsieur, madame, quelqu'un qui gagne 75 000 $ par année, qui a des enfants, qui a une hypothèque de 350 000, aller chercher 500 000 $ d'assurance, c'est pas exagéré, là. Ouais. Parce qu'il faut le calculer, ça donne quoi comme pouvoir d'achat? Quelqu'un qui veut remplacer 50 000 par année net pendant 10 ans, ben ça prend une police de 500 000. Oui. Puis en fait, quand les enfants sont jeunes, les amener à terme, les mettre en dehors du nid, ou je sais pas. Là. Faire en sorte que le plan de match fonctionne. Oui, c'est ça. Faire en sorte que ça marche, ben il faut se rendre je comprends. OK. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs assurances? Mettons, je peux avoir une assurance vie avec Prima Assurance, un autre avec Sun Life ou avec... Est-ce que je peux en avoir plusieurs? Très bonne question. Au moment de la souscription d'une assurance vie, les assureurs vont demander qu'est-ce que le client a déjà en vigueur. Okay. Et on doit être en mesure de justifier qu'est-ce qu'on est en train de demander. Donc, ça revient à l'explication précédente. Donc, s'il y a des nouveaux besoins, pas de problème. On est capable de l'expliquer. Oui. OK. Oui. T'es comme bloqué. C'est quoi les avantages? Y a-tu des désavantages à être assuré? Ben, il y a un coût. Ah, fait qu'à part le coût, à part l'argent, non, mais... Ça, c'est la première fois que je me fais poser ça en presque 25 ans de carrière. Est-ce qu'il y a un désavantage à être assuré? Ben,
j'ai répondu à la blague qu'il y a un coût à assumer, mais s'il y a un besoin, c'est justifié, donc je vois pas de désavantage. Puis, est-ce qu'il y a un désavantage à être trop assuré? Ben, tant qu'il n'y a pas de réclamation, on peut répondre oui. Ça va toujours être le coût, en fait. Je pense que tu avais la bonne réponse. Tu sais, si tu es trop assuré, tu payes trop dans le vide pour rien, puis peut-être qu'éventuellement, tu as plusieurs temporaires que tu n'arriveras même pas à mettre. Tu sais, que des fois, tu peux payer en fait, les assurances temporaires, tu peux les payer puis pas mourir dans le temps que tu es assuré, puis pas les renouveler. Fait que finalement, tu as payé pour rien. Oui. Mais, OK. Mais mon point, c'est un peu à la blague, là. Non. J'insiste pour dire qu'il y a de l'humour dans ma réponse. J'ai jamais eu un client qui m'a chicané parce que je lui avais amené un chèque. Donc, au moment d'une réclamation, le bénéficiaire qui reçoit l'argent d'une personne qui était trop assurée se plaindra probablement pas. C'est un fait. Je peux te dire qu'à 19 ans, quand ma mère est partie, je me serais pas plaint d'avoir eu plus que 1500 piastres. T'as raison. Fait que, ouais, vu sous cet angle, j'aurais pas été plus heureux de voir ma mère partir. Mais ça aurait été plus simple de régler ce qu'il y avait à régler à ce moment-là. Tout à fait. Oui, je comprends. Y a-t-il un registre, dans le fond, pour les bénéficiaires au Québec? Y a-t-il quelque chose qui... est-ce que... C'est quoi le mécanisme là, quand quelqu'un décède pour bien comprendre au niveau des assurances? Là, parce qu'il y a des gens qui peuvent être assurés, avoir payé pendant un bon laps de temps, parce qu'il y a des polices style permanente que tu peux avoir payé puis avoir accumulé de l'argent dedans, puis finalement qui s'auto-financent au fil du temps, fait que tu arrêtes comme des payés, mais ils finissent tout seuls, ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, OK. La première chose, puis c'est très intéressant la manière que tu amènes la question. La première chose qu'on va regarder, c'est le relevé bancaire de la personne qui vient de décéder, savoir s'il y a des primes qui passent. OK. Ça, c'est une première piste de solution. Mais effectivement, il peut y avoir des polices qui sont libres de primes puis qui sont encore en vigueur. Puis le contrat est disparu au cours des 3 derniers déménagements ou autres. Là. Il existe un registre. Puis j'ai eu cette question-là la semaine passée d'un de mes associés au bureau. Comment on fait pour savoir s'il y a des polices en vigueur sur la tête de quelqu'un? C'est ça, dans le fond, la question? Oui. Bien, ça existe. Il y a un service qui permet de faire ça. Je pourrais vous donner les coordonnées. Je ne l'ai pas par cœur là, live, là, mais oui, ça existe parce que c'est un besoin réel. Là. Ben oui. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont qu'autour d'eux, parfois, le monde, ils finissent par être seuls. Fait que vient une étape, puis qu'est-ce qui va se passer avec cette... Dans le fond, ça va aller avec la liquidation de la succession, la police, dans le fond, j'imagine. Oui, mais des polices non réclamées, ça existe. Puis, entre vous et moi, est-ce qu'une compagnie d'assurance va faire des démarches pour trouver... Non, logiquement, ils ne se mettront pas à courir pour faire des chèques. Toi, peut-être, mais pas eux. Exact. Comment fonctionne le mécanisme de rachat d'une police? T'sais, on peut racheter, je pense, il y a certaines polices qu'on peut... Comment ça peut fonctionner? OK. Bon, si on parle des polices d'assurance temporaire, dans 99,9% des cas, c'est comme une assurance auto-habitation. Il n'y a aucune valeur de rachat. La protection, vous annulez la protection, c'est fini. Vous arrêtez de payer, il n'y a plus de police. Exact. Dans le cas d'une police qui contient des valeurs de rachat, ça peut être une police vie entière ou une police d'assurance vie universelle. Okay. Il peut y avoir en fait, je recommence. C'est comme un volet d'épargne qui se crée à l'intérieur de la police, c'est ça? C'est qu'il y a un montant pour la police, puis il y a un montant supplémentaire que des fois la personne va mettre comme cotisation. Le cas classique, là, c'est la vie entière. Il va y avoir une portion valeur de rachat qui augmente dans le temps. Plus le contrat devient vieux, plus la valeur de rachat devient élevée. Fait que, par exemple, une police d'assurance vie de 100 000 pourrait avoir une valeur de rachat qui arrive à 100 000 rendue à l'âge de 100 ans. Okay. L'idée, c'est que en cours de route, si le client veut arrêter de payer, il pourrait récupérer une partie des sommes investies. Il pourrait céder carrément la valeur de rachat puis rester assuré pour un montant inférieur. Et l'assureur, en quelque part, c'est qu'il dit au client, je pourrais te redonner de l'argent tout de suite puis tu me libères de mon obligation de payer 100 000 au moment de ton décès. OK. C'est comme s'il te versait un chèque, mais on ne pourrait pas s'en... OK, tu m'arrives avec de quoi, puis on ne pourrait pas s'en aller comme si c'était une rente, comme ça. Mettons en mode investissement, là, je décide de prendre une police d'assurance plus jeune, plus grosse, dans une dynamique où ça devient un véhicule de placement, puis qu'éventuellement, dans mon mécanisme de retraite, ça en fasse partie, puis que je devienne plus ou moins imposable. Oui. Tu sais...
Règle générale, les produits d'assurance dans une optique d'investissement devraient être utilisés une fois que les REER et les CELI sont maximisés. OK. Parce que c'est des produits financiers qui comportent des frais différents. Tu es un petit peu dans un carcan qui est tout programmé d'avance. Tu n'as pas la flexibilité d'accéder au marché financier. Je comprends. Exact. C'est pas un compte de placement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Il y a des stratégies de retraite qui existent avec des polices d'assurance. Mais c'est des stratégies qui sont généralement complémentaires au REER, au CELI. Puis une protection de base. Là. Dans le fond, la base de l'assurance, c'est te protéger face à un risque. Exact. Puis ça, c'est juste un volet supplémentaire qui peut... Ouais. Okay. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Non, mais parce que je parle pas beaucoup parce que je m'y connais peu sur le sujet, mais j'écoute puis je trouve ça très intéressant. Fait que merci Fred quand même. Ça fait tellement plaisir. Aux questions parce que le monde qui regarde ça, c'est vraiment plus du monde qui sont jeunes puis qui s'y connaît pas quand même aussi dans les réseaux sociaux. Je parle. Ouais, puis tu sais, je me permets de dire. J'encourage tous ceux qui regarderont ou qui écouteront cette capsule-là à travailler avec un conseiller financier ou une conseillère parce que c'est démontré mathématiquement que les gens qui travaillent toute leur vie avec un conseiller ou une conseillère vont avoir un plus gros patrimoine rendu à l'âge de la retraite. Fait que, dans le fond, de faire avec quelqu'un qui se connaît, à la fin de l'histoire, ça va toujours être payé. Bien sûr, bien sûr. On sait que les marchés boursiers sont malmenés présentement. Oui. Bon, si vous n'êtes pas accompagné par un conseiller, là, vous allez peut-être décider de sortir. Puis, au même titre que quand vous embarquez dans un avion puis il y a des turbulences, là, ben, le pilote, généralement, il continue son vol puis il ne va pas avoir de grosses gouttes de sueur parce que on s'en va par là, puis c'est tout. Puis le rôle d'un conseiller, c'est d'aider son client à tenir le coup pendant que ça brasse, puis de se rendre à long terme. Donc, merci Frédéric d'avoir été avec nous cette semaine. Donc, pour vous faire languir un petit peu, on va continuer l'entrevue la semaine prochaine.